Produit par Binge Audio et Bourse de commerce Pinot Collection. Ça a commencé comme ça, David Ammons. Vous êtes à New York, en plein hiver. Pour ceux qui ne connaissent pas l'hiver américain, il faut savoir qu'il est vif, sec. Il vous pique les joues, vous gèle la bouche et vous colle les narines. On marche souvent tête baissée en se disant que ça va nous réchauffer et on avance en regardant nos pieds qui font couiner la neige. Ça sonne peut-être comme un supplice, mais c'est parfois étrangement agréable. C'est un dimanche de février dans le carrefour de Cooper Square, à Manhattan, le 13 février 1983, plus exactement. Autour de vous, peu de choses l'indiquent. Peut-être l'aspect des rues, les façades délabrées des vieilles boutiques, car l'East Village n'est pas encore le quartier aisé qu'il est devenu aujourd'hui. Devant vous, des vendeurs à la sauvette, qui comme tous les jours étendent des fripes, des objets de toutes sortes, déposés sur des couvertures ou des cartons à même le sol. Bref, tout ce qui peut leur apporter quelques sous. L'un d'eux attire votre attention. Pas parce qu'il vend des réchauffements, ces petits sachets de poudre autochauffante qu'on met dans les moufles, non. Il attire votre attention parce que ce qu'il propose n'est pas commun. Vraiment pas commun. Cet homme vend des boules de neige. Des petites, des moyennes et des grosses boules de neige, joliment disposées par ordre croissant sur un tapis coloré. Ça semble séduire les passants. Beaucoup en rient et d'autres se prennent au jeu, regardent les boules avec curiosité, les soupèsent, comme une marchandise crédible. Ils posent des questions aux vendeurs. Et ce vendeur, justement. Personne ne le sait, mais cet homme qui se fond dans le décor de la rue, à la barbe grisonnante et habillé d'un long manteau gris, c'est David Ammons, un artiste américain. Et sans le savoir, vous venez de participer à son œuvre, le Blizzard Ball Sale, la vente des boules blizzard. Dans le langage artistique contemporain, on appelle ça une performance. C'est une œuvre éphémère, immatérielle, mais pleinement une œuvre. Et si on le sait aujourd'hui, c'est parce qu'il en existe des photographies. David Ammons a façonné ces boules à l'aide d'un moule, les rendant bien rondes et les a entreposées d'une manière très précise, formant un ensemble qui a attiré votre attention et qui vous a peut-être fait sourire. Mais non, rien n'était dû au hasard. Voici l'histoire de David Ammons. L'histoire d'un des artistes africains-américains les plus importants de notre époque contemporaine, qui a su conquérir les faveurs du monde de l'art tout en détournant son fonctionnement et en créant ses propres règles. Ça a commencé comme ça. David Ammons est né en 1943 à Springfield, dans l'Illinois. Il est le benjamin d'une famille de 10 enfants. Il grandit dans des conditions précaires, mais comme il le dira plus tard, il trouve déjà la liberté de s'évader dans son propre monde et sa fantaisie. À 20 ans, il s'installe à Los Angeles. Nous sommes en 1963. Nouveaux incidents raciaux à Birmingham, Alabama. La nuit dernière, une bombe a fait explosion au domicile d'un avocat noir, Arthur Shore. Cette année-là, la lutte pour les droits civiques et l'égalité entre les Noirs et les Blancs prend une tournure particulièrement dramatique. Les avancées de la déségrégation ne plaisent pas aux groupes suprémacistes blancs. À Birmingham, en Alabama, quelques jours après cette annonce à la radio, le Ku Klux Klan pose une bombe dans une église et tue 4 jeunes filles noires. Ce n'est évidemment pas un acte de violence isolé, et cet attentat va marquer un tournant. C'est tout le pays qui s'embrase. Partout aux États-Unis, le problème racial se développe. 44 arrestations à Plaquemine, en Louisiane. Des Noirs protestaient contre la ségrégation d'un restaurant. En Caroline du Sud, plutôt que de déségréguer les parcs publics, l'État les a fait fermer. Il n'est pas une seule journée aux États-Unis où le problème racial ne soit évoqué. L'année suivante, le Civil Rights Act, qui bannit toute forme de ségrégation et de discrimination reposant sur la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale, est adopté. Malheureusement, ce n'est pas parce qu'une nouvelle loi est adoptée qu'elle est respectée par tous. Et même l'Amérique d'aujourd'hui est là pour en témoigner. C'est dans ce contexte que le jeune David Ammons s'installe à Los Angeles. Malgré l'adoption de la nouvelle loi, on empêche les Noirs d'aller vivre dans les quartiers de leur choix. Et les inégalités perdurent.
On les pousse dans des quartiers défavorisés comme Watts et Compton, et à l'été 1965, suite à l'altercation d'une famille noire avec des policiers blancs, des émeutes violentes éclatent à Watts. Hands up high. Shut it up, get out of that car with your hands up. First one drops their hands, dead man. Parallèlement à ce climat, David Ammons fréquente plusieurs écoles d'art à Los Angeles et approfondit sa maîtrise de l'histoire de l'art. Il fait partie du Black Arts Movement, qui promeut l'identité artistique des Africains-Américains et qui rassemble des artistes tels que l'auteur James Baldwin et le musicien et poète Gil Scott-Heron. Au sein de cette Amérique divisée, à force d'être constamment marginalisée, la question de l'identité l'obsède. C'est dans la musique, plus exactement dans le jazz, l'une de ses grandes passions, qu'il entrevoit une réponse. Selon l'historienne de l'art Kelly Jones, pour David Ammons, les musiciens de jazz sont les gardiens de la tradition de l'avant-garde noire. The music has just been so consistent over the hundreds of years. La musique a toujours été cohérente depuis des centaines d'années. It's really shown itself very visible. C'est quelque chose de visible depuis le début de toutes les années justement de lutte qu'on a passées sur Terre. Alors que l'art visuel, lui, a été dénié pendant des siècles. On a 300 ans de retard sur la musique aujourd'hui, et cela parce qu'on nous l'a pris. À la fin des années 60, David Ammons commence une série d'œuvres totalement inédites, puissantes et profondément politiques, en s'appropriant un procédé d'impression déjà connu, le body print. Le body print n'est pas une technique nouvelle. L'artiste français Yves Klein a mis au point dès le début des années 60 ce qu'il a appelé la technique des pinceaux vivants, utilisant le corps de ses modèles féminins enduits de peinture bleue pour créer des œuvres. Ammons pose une feuille au sol, se badigeonne le corps de la tête aux pieds de margarine et se couche sur la surface du papier afin de créer une forme. Il a avoué parfois rester plusieurs minutes dans la même position afin d'évaluer la manière dont il allait se relever pour ne pas altérer la forme qu'il venait de créer. Une fois debout, il compose son image. Il ajoute des pigments qui se collent au gras déposé plus tôt, repeint par-dessus où il colle des bouts de tissu, souvent issus du drapeau américain. L'un de ses prints les plus connus s'intitule « Injustice Case ». On y voit une empreinte de corps d'homme, assis sur une chaise de profil, les mains attachées dans le dos. Un bâillon recouvre sa bouche qui est tendue vers le ciel. Ammons a représenté ici Bobby Seale, le cofondateur des Black Panthers, mouvement radical et révolutionnaire de la défense des Noirs, né en 1966. Au cours d'un procès politique, Bobby Seale avait été ligoté et bâillonné en plein tribunal pour avoir provoqué un juge qui refusait de l'écouter. Un acte d'une violence inacceptable, que David Ammons a choisi de dépeindre avec la même violence, faisant corps avec son sujet. Il explique que la plupart du temps, il ignore si son art est politique ou non, étant simplement trop proche, trop investi dans son processus de création. Et pourtant, les questions qu'il pose à travers son travail demeurent insondables. Pourquoi le racisme est si intrinsèquement présent dans la nation américaine ? Dans un autre body print, David Ammons illustre une fois de plus cette interrogation. Cette œuvre de 1976, sans titre, nous montre un homme noir dont la tête est formée d'empreintes de son propre visage, ainsi que de morceaux de puzzle de taille et de formes différentes. The head of the black man is very puzzled. Dans la tête d'un homme noir, c'est un puzzle. Et cette image correspond à la complexité de la société actuelle, en particulier pour ces personnes noires. Nous essayons de comprendre ce pays et de saisir comment il peut nous être bénéfique. C'est véritablement déroutant de faire face à cette question.
Au milieu des années 70, David Ammons découvre New York, qui est alors une ville aussi excitante que dangereuse. Ici, on peut se faire dépouiller à tous les coins de rue. Mais les loyers sont au plus bas et les artistes se rencontrent. Musicalement, artistiquement, New York est à la pointe. David Ammons décide de s'y installer définitivement. À cette époque, ses body prints commencent à se vendre, à trouver leur public. Il décide alors de passer à autre chose et crée des œuvres que personne n'aura envie d'acheter. Il collecte des objets, des sacs en papier de dîner usés et graisseux, des cheveux crépus, des os de poulet, des capsules, des ampoules, des bouteilles vides, le tout assemblé dans des compositions qui font apparaître, à qui sait voir, des images poétiques. Ammons s'inspire de l'arte povera, l'art pauvre, un courant artistique né en Italie dans les années 60 qui consiste à prendre des objets insignifiants et les rendre signifiants. Dans l'esprit de l'artiste, les objets qu'il choisit sont souvent des marqueurs de la culture noire, des stéréotypes hérités du passé, mais pas que, des choses drôles aussi, triviales, simplement issues de sa propre vie dont il est témoin. Like the studio I used to have, there was a greasy hot dog hamburger joint next to it. Lorsque j'étais étudiant, j'avais un studio. Il y avait un resto de burgers et de hot dogs, ainsi qu'un Krusty, un autre restaurant de barbecue. Alors quand je regardais de ma fenêtre, je voyais tout le monde sortir avec de la graisse, tu vois, avec des sacs de nourriture et du gras qui dégoulinait de partout. Ça ressemblait à des peintures de Pollock. Et je me disais, waouh, ça fait vraiment partie de notre culture de manger de la nourriture aussi grasse. Et les cheveux représentaient, tu sais, les gens noirs qui composaient avec ce genre d'éléments et contribuaient à une partie de notre culture. Les cheveux en particulier l'inspirent. Ils représentent une différence physique concrète entre les noirs et les blancs. Une différence qui est aussi un cliché, à l'origine de bien des discriminations. David Ammons décide donc de récupérer des cheveux chez les barbiers de Harlem et les colle méticuleusement sur des pierres, grosses comme des têtes humaines. En coiffant ces cailloux, il crée une étrange sensation d'humanité à travers eux. Ils deviennent des personnages symboliques. Il les intitule les Rockheads, les têtes de pierre. En 1975, sa première exposition new-yorkaise a lieu à la galerie Just Above Midtown, ou JAM, l'un des rares lieux consacrés aux artistes africains-américains. Il fait scandale. Son titre, déjà, est tout un programme. Greasy Bags and Barbecue Bones. En français, sacs graisseux et os de barbecue. De nombreux artistes et amateurs présents ne comprennent tout simplement pas ce qu'ils voient. Pourtant, Ammons continue d'évoquer, par ses détritus et objets du quotidien, la culture africaine-américaine, en y ajoutant souvent une touche d'humour. Influencé par la culture de rue, David Ammons s'inspire aussi de Marcel Duchamp, inventeur de l'art conceptuel. Cet artiste français majeur a imaginé le ready-made, qui consiste à prendre un objet existant et à lui donner le statut d'œuvre d'art par le seul fait de le présenter au regard, dans une galerie ou dans un musée. Fontaine, son œuvre culte, consiste en un urinoir renversé sur lequel Duchamp a apposé une signature mystérieuse, R. Mut, dont on ignore encore aujourd'hui la raison. En son temps, en 1917, Fontaine fait scandale et est même refusé d'exposition à New York. L'art est une chose beaucoup plus profonde que le goût d'une époque. Et l'art d'une époque n'est pas le goût de cette époque. Le mot art, d'ailleurs, étymologiquement, veut dire faire, simplement faire. Faire avec, si vous voulez, et presque faire avec les mains. Ce qui donc rend la chose bien différente de ce qu'on appelle le goût et l'acquiescement de toute une époque envers certains tableaux, certaines choses, n'est-ce pas? Et ça gêne énormément parce que le goût est une source de plaisir. Et l'art n'est pas une source de plaisir. C'est une source qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de goût. Et l'art est un produit comme les haricots. On achète de l'art comme on achète du spaghetti. Ammons. Ne pas jouer le jeu du monde de l'art. Ne pas faire ce qu'on attend de lui. Utiliser les objets les plus dérisoires, les plus anodins. Changer de perspective. Ne pas être vendable. Ne pas devenir un objet de spéculation. La rue s'impose donc à lui. C'est dans la rue que David Ammons trouve désormais son inspiration. Il se poste à la marge et vit au cœur de Harlem, avec le minimum. Il observe tout, les interactions, les lieux, les gens.
Et s'il fait de l'art à partir de la rue, il fait aussi de l'art pour la rue, pour ces quartiers où il installe in situ ses œuvres les plus précieuses, les performances. Elles sont tout ce que David Ammons revendique. Éphémères, invendables, hors du cadre des musées et galeries classiques, accessibles à tous. En 1981, Ammons urine sur une œuvre contemporaine du célèbre artiste américain Richard Serra. Serra est alors le chef de file de l'art minimal, que le monde de l'art encense. L'œuvre en question est une structure monumentale de 3 murs d'acier immenses installés dans le quartier de Tribeca, à New York. Vu d'ici, on ne peut s'empêcher de penser à Marcel Duchamp et à son fameux urinoir. Une fois de plus, comme pour les boules de neige, ce sont des photographies qui témoignent de la performance de David Ammons, qui sera interpellé quelques minutes plus tard par la police. Ce qui compte désormais, c'est l'audace. Et une audace, une de plus, va contribuer à faire beaucoup parler de lui. En 1989, il accroche face au prestigieux musée de la National Portrait Gallery à Washington une peinture du révérend Jesse Jackson, une figure américaine connue pour son combat pour le mouvement des droits civiques. Rien d'exceptionnel jusque-là. Sauf que Jesse Jackson est noir. Et l'homme sur cette peinture est blanc, avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Une version blanche, si on peut dire, du vrai Jesse Jackson. L'œuvre s'intitule « How You Like Me Now ». Comment tu me trouves maintenant ? Avec cette œuvre, David Ammons interroge clairement le regard sur les Noirs. Mais immédiatement, l'image est interprétée comme une œuvre raciste. La presse s'empare de l'histoire, Jesse Jackson est interviewé, mais David Ammons, lui, ne parle pas, ne réagit pas. Cette ligne de conduite, cette façon de laisser vivre ses œuvres semble lui réussir, puisqu'à partir de là, sa notoriété ne cessera de prendre de l'importance. L'année suivante, il signe l'une des œuvres les plus symboliques de sa carrière. Le drapeau africain-américain. Il s'agit d'une œuvre de 1990, une bannière hybride, un mélange entre le drapeau américain et le drapeau panafricain, constitué de 3 bandes verticales de couleur rouge, noire et verte. Sur le drapeau de Ammons, les étoiles qui se détachent habituellement en blanc sur fond bleu sont désormais noires sur fond vert. Les bandes blanches sur fond rouge laissent la place à des lignes noires sur fond rouge. L'un des exemplaires de ce drapeau s'est vendu à plus de 2 millions de dollars. Mais c'est loin d'être un record pour Ammons, qui figure parmi les 10 artistes américains vivants dont les œuvres sont les plus chères sur le marché de l'art. Un paradoxe pour un artiste qui produit des œuvres avec 3 fois rien et n'ayant jamais essayé de plaire pour vendre. Un paradoxe pour un artiste qui avait, un matin de février 1983, proposé de simples boules de neige à la vente dans l'anonymat le plus total. La puissance du discours artistique d'Ammons était pourtant déjà là, tout entière, avec ses multiples significations. La performance n'est pas achetable, pas exposable. Elle ne peut pas servir de bien à la vente sur le marché de l'art. Et nous, spectateurs, qui sommes là, des années plus tard, à en parler, nous ne pourrons revivre ce moment. Jamais nous ne pourrons savoir précisément quelle aurait été notre réaction face à ce vendeur et sa curieuse marchandise. Ça a commencé comme ça est un podcast Binge Audio, Bourse de commerce Pinot Collection, raconté par moi-même, Charlotte Lebon, réalisé par Maxime Singer, écrit par Caroline Alazi, prise de son Antonin Wyss.